Laurent Roland Toniquez, bonjour. Moriagua, bonjour amis téléspectateurs internautes, bonjour. Adrien Chobankou, bonjour. Bonjour Moriagua, bonjour à toutes et à tous. Monsieur Laurent Toniquez, bonjour. Adrien Chobankou, bonjour. Pourquoi monsieur ce matin? J'espère que vous avez déjà déclaré vos cartes SIM. Les opérateurs GSM, ou du moins l'ARCEP exige que nous déclarons nos SIM, que vous ayez Move, MTN ou tout ce que vous savez, vous devez déclarer vos SIM. Les agents les enregistrer. Les agents sont dans le pays et circulent. Et vous le savez, parfois, vous achetez des SIM qui ne portent pas votre nom. Ce fut mon cas. Donc, lors de cette opération, il fallait opérer d'abord au changement de nom. Donc, ce que le jeune m'a fait. Et puis après, il fallait m'enregistrer. Donc, nous avons fait l'opération. Il m'a dit, comme j'ai fait changement de nom, que je dois payer 500 francs. Donc, je lui ai dit que je dois avoir un reçu par rapport à ce que je dois payer. Et il a dit qu'il n'y a pas de reçu. J'ai dit, donc, je ne paie rien. À la une du quotidien de l'Autovision, l'ARCEP met en garde contre les pratiques de rançonnement et les agents véreux. Oui, l'opération est censée se dérouler gratuitement. Mais sauf erreur de ma part, je ne me rappelle plus. Il y a une agence où des gens ont été là-bas pour se faire enrôler. On leur a dit qu'il fallait payer la modique somme de 200 francs. Donc si ça se passe comme ça peut motiver d'autres jeunes qui se déplacent sur le soleil à demander 500 francs. J'ai pu voir des jeunes qui ont demandé, qui ont fini l'enrôlement ou l'enregistrement et à qui on a demandé qu'est-ce qu'on doit vous payer et qui ont dit non, normalement c'est gratuit grand frère. Si vous avez quelque chose à me donner, donnez-moi ça. Donc je peux vous certifier que oui, l'opération est censée se dérouler gratuitement. Toujours est-il que oui, dès lors qu'il y a un début de paiement quelque part, ça peut motiver ceux qui sont censés faire le travail gratuitement, ça peut les amener à demander de l'argent. Sinon que ceux que j'ai rencontré deux jeunes filles du côté de, comment vous appelez, du Novotel, et qui se promenaient, que j'ai interpellé, qui ont fait l'enregistrement pour moi. Et à la fin, je leur ai demandé qu'est-ce que je payais. Et les deux filles m'ont dit c'est gratuit. Et c'est pareil pour d'autres personnes que j'ai pu rencontrer avec des amis et qui ont dit que c'est gratuit. Mais il y en a qui, vous savez, ils ont la manie de vous tchatcher, qui disent grand frère, si vous avez quelque chose à payer, donnez-moi ça. Donc moi, je pense qu'à ce niveau, c'est une demande. Maintenant, ceux qui exigent, c'est là qu'on doit interpeller, ceux qui exigent que... Comme le jeune qui a osé me dire que je dois payer 500 francs. Bon, maintenant, il y a un problème, parce que là, vous avez posé deux problèmes. C'est que l'enregistrement des SIM avec le CIP, c'est gratuit. D'accord? Mais est-ce que le service de changement de nom est payant dans les agences? Je ne sais pas. Donc, si, entre-temps... Ce n'est pas payant. Parce que je sais que non. Ce n'est pas payant. Non, attendez, dans certaines agences, il y a des services qui sont payants. Donc, bon, d'accord. Admettons que c'est payant. Admettons que c'est payant. Oui, voilà, je suppose il doit se déplacer avec un reçu ou un truc comme ça. Il ne peut pas... Même le plus souvent, quand vous allez dans des agences pour faire des services, si c'est payant, ils prennent de l'argent, ils ne vous donnent pas de reçu. Ah oui, on doit exiger désormais. C'est arrivé on doit exiger désormais. Je suis pointé dans des agences où on m'a fait en tout cas, on m'a fait des choses je n'ai pas demandé de reçu. D'ailleurs, pas de reçu. On vous paye, quand c'est connu, on vous dit de payer, vous payez. Donc moi, je pense que c'est vrai que s'il y a des jeunes qui sont dedans, qui prennent de l'argent pour cette opération, notamment l'enregistrement, il faut les décourager parce que l'opération est censée se dérouler. Déjà, aller rester attendre des minutes pour l'enrôlement aussi, c'est déjà un problème pour chacun de nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps. Parce que nous, on a déjà acheté les SIM, vous avez le nom dans votre base de données, et puis vous levez pour dire qu'il faut enregistrer avec le CIP. C'est en fait une pression supplémentaire sur les abonnés. Et bon, mais tout le monde doit pouvoir le faire parce que si vous ne le faites pas, il est dit qu'on va nous couper les cibles. Mais maintenant, quand on en arrive encore à nous dire de payer alors que vous êtes censé avoir déjà nous donner, qu'on doit renouveler parce qu'il faut maintenant mettre avec les CIP, je crois que c'est les réseaux qui doivent faire ce travail. L'ARCEP interpelle, d'accord, et puis les réseaux doivent pouvoir rappeler aux jeunes qui mettent sur le terrain que voilà ce qui va se passer. Maintenant, il faut aussi parler de la question du traitement. Parce que nos jeunes là, vous les voyez, on les entasse dans des bus,
on les enlève de Cotonou, on les amène à Boycon, à Ouida, ou bien à Lada, ou bien même à Cabo-Clavi. Et puis, quand vous leur posez la question, c'est qu'ils vont passer sous le soleil jusqu'au soir. C'est peut-être 25 francs qu'ils vont gagner par ou 50 francs par enrôlement, par enregistrement, sous le soleil. Donc, il faut aussi que les réseaux essaient de voir le traitement qui est fait pour ces jeunes. Très bien. Adrien Tchomankou, voilà la situation. Oui, l'ARCEP dit que l'on ne doit pas continuer les pratiques de rançonnement. Ça ne suffit pas de dénoncer. Il faut mettre à disposition un numéro qui va permettre aux gens de dénoncer et d'appeler. Pour Yagua, je ne voudrais pas opiner sur ce sujet, mais quand vous m'avez posé la question, d'abord l'ARCEP qui est là pour réguler les opérateurs GSM. Qu'est-ce que l'ARCEP fait concrètement? Tout part de là. L'ARCEP fait quoi? L'ARCEP régule. En faisant quoi? Monsieur Guédégbé, qui gère l'ARCEP depuis l'arrivée de Patrice Talon, nous a fait quel bilan? On a quoi sous la main? Tout part de là. Je ne veux pas aller dans les détails. D'accord. Alors, nous allons à la une maintenant Nous allons à la une de Nord-Sud Quotidien, mais qu'on va croiser avec le quotidien. Oui, Nord-Sud Quotidien qui parle des non-dits de la sortie d'Agbenossi, mais le quotidien parle d'Agbenossi qui remercie Talon en monnaie de singe. Adrien Tchomankou, qu'est-ce que cela vous inspire? Monsieur Maurice Agboa. Et puis Martin Libajou, tout le monde sauf Agbenossi. Tout le monde sauf Agbenossi. Vous êtes de cet avis? Je suis de l'avis de Martin Libre qui pense aujourd'hui que, oui, qu'avec cette décision du chef de l'État béninois de bloquer le pipeline, si je vais le dire, le contrat du pipeline, d'une manière ou d'une autre, en tout cas pour l'heure, c'est que le pétrole nigérien est bloqué en République du Bénin. Tout le monde est d'accord, tout le monde est d'avis, tout le monde soutient Patrice Talon, sauf Agbenossi, qui a profité de cette situation pour savonner correctement le chef de l'État, pour savonner le Bénin en général. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? On va faire attention au mot, il n'a pas savonné. Qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il n'a pas savonné, mais tout au moins, il a pétanqué le chef de l'État. Il pense que c'est une décision qu'on ne doit pas prendre. Qu'est-ce que vous comprenez par cette phrase où Agbenossi voit aujourd'hui que la décision prise par le pouvoir central béninois, que c'est une décision bancale, que c'est une décision on doit passer par les chemins diplomatiques, il y a les voies diplomatiques. Pendant les 7 ans que Agbenossi a fait à la tête du ministère des Affaires étrangères, est-ce qu'il a pu nous sortir la carte diplomatique? Il a fait quoi concrètement? Tout part de là. Vous avez suivi le rapport qu'il accable, lu par et rédigé d'ailleurs par son DAF, son directeur des affaires étrangères, M. Aloyon Gabin. Vous avez vu un peu affaires administratives et financières. Affaires administratives et financières. Agbenossi viendra donner quel exemple à qui? Avant de conseiller quelqu'un, il faut être irréprochable. Tout part de là. Agbenossi, pourquoi d'ailleurs, quand le doyen Boisvivier lui a posé la question de savoir s'il a démissionné ou s'il a été limogé et quels sont les motifs de son départ, pourquoi il n'a fait que sourire pendant tout le temps en direct? Il a dit qu'il a tourné la page. Et il a tourné quelle page? Et il fait quoi maintenant? Vous avez suivi ses réponses? C'est pour dire que lui-même, il est conscient de ce que les rapports sont là et tôt ou tard, il sera rattrapé par son passé. Je ne vais pas aller dans les détails. Laurent Roland-Tony, peut-être que vous êtes étonné par la position. Je souris quand mon frère Adrien Tchomankou aborde avec autant de passion la posture d'Aurélien Agbenossi aujourd'hui. Je suis d'accord, je suis bien placé pour dire que ce monsieur est d'une radicalité extrême quand il était aux affaires, on le connaît. On sait avec quels mots il traitait ses vis-à-vis, avec quels mots il utilisait, il traitait, il parlait de l'actualité sous-régionale et internationale. Je suis d'accord. Ce qu'on doit faire déjà, c'est de remercier Dieu qu'il ait retrouvé ses esprits. Si entre-temps ses esprits étaient possédés. Moi, je pense que dans la situation que nous nous trouvons aujourd'hui, nous n'allons pas opiner chaque fois en voulant dire que oui, en tant que Béninois, nous soutenons le chef de l'État, tout le monde soutient le chef de l'État.
Mais c'est que nous devons, à un moment donné, nous asseoir et réfléchir pour dire quelles sont les voies que nous pourrons emprunter pour aider le chef de l'État à trouver de bonnes solutions pour la crise qui est en cours. Parce que à tous dit, oui, le chef de l'État a raison, d'accord. Mais après, quand ça ne va pas, c'est que chacun est dans son coin. Et les mêmes personnes qui ont encouragé le chef de l'État sont les premiers à le critiquer quand il ne sera pas là. Pour dire qu'il était, diplomatiquement parlant, il n'était pas bon, il est ci, il est ça. Moi, je ne veux pas aller jouer ce rôle-là. Je préfère donner ma position aujourd'hui, qui, si le chef de l'État trouve dans ce que je dis quelque chose à prendre, il prend. Et là, demain, je serai fier de ce que le chef n'a pas tenu compte uniquement de sa décision, mais qu'il a écouté au moins ses compatriotes, certains qui ont voulu lui dire la vérité. Et qu'avez-vous à dire par rapport à la position d'Agbenossi ? Je pense qu'Agbenossi, aujourd'hui, ce qu'il dit, il dit qu'il faut aller à la table de négociation, parce que ça n'arrange ni le Bénin, ni le Niger. Qu'on se dise la vérité. Écoutez, la CNPC, c'est une société d'État de la Chine. La CNPC, c'est China National Petroleum Corporation. Cela suppose que quoi? Aujourd'hui, la CNPC qui achète le pétrole nigérien, c'est une société d'État, c'est la Société nationale du pétrole de la Chine. Donc, en réalité, ce que nous faisons aujourd'hui, en termes de blocage du pétrole, oui, d'accord, c'est une question de souveraineté. Mais ça va au-delà du Niger et du Bénin. Parce qu'il y a les intérêts de la Chine qui sont en jeu. La Chine étant un partenaire privilégié pour le Bénin. Alors, oui, on bloque le pétrole, d'accord. Mais qu'est-ce que nous faisons finalement alors pour discuter avec la Chine et le Niger ensemble à la table de négociation pour ne pas utiliser, en tout cas, pour ne pas être assez dur, pour que la Chine aussi en arrive à dire que nous sommes en train de piétiner ses intérêts. C'est tout mon problème, moi. Moi, je n'ai rien contre Patrice Talon, je n'ai rien contre son système. Mais ce que je dis en réalité, c'est que essayons d'être éveillés dans tout ce que nous faisons pour dire, oui, le chef, oui, il a un droit de prendre les décisions pour dire je bloque. Mais après tout, qu'est-ce que nous pouvons faire? Pour que ça ne dure pas dans le temps, pour que la Chine aussi en arrive à s'énerver. Est-ce que c'est à nous de nous poser cette question ou bien c'est au Niger de se poser cette question? Les Nigériens ils ont déjà encaissé 400 millions de... Même l'argent qui a été dépensé pour les tuyaux, là, en tout cas pour amener le pétrole, c'est les Chinois. Les Nigériens aujourd'hui se considèrent comme si, bon, au fait, ils ont déjà vendu le pétrole aux Chinois. Donc aux Chinois de négocier avec le pétrole. D'ailleurs, vous allez voir la réaction du Premier ministre nigérien. C'est pourquoi ça, je dis que, au fond, est-ce que véritablement aujourd'hui, c'est une question seulement entre le Bénin et le Niger? Si ça va au-delà du Bénin et du Niger, essayons de voir les choses autrement. Maintenant, les gens vous diront, oui, quand je parle comme ça, ils diront que je suis un opposant à Patrice. Mais je suis sûr qu'à un moment donné, nous allons tous nous calmer. Et c'est pourquoi je dis, Agbenossi, il aurait dû se taire aussi. Pour moi, il aurait dû se taire. Parce qu'en réalité, on sait comment il a été très dur par rapport à la crise au Mali, au Burkina Faso. On a vu son langage. Donc maintenant, c'est parce qu'il n'est pas aux affaires qu'il va se permettre de rester là-bas et d'opiner. Seulement que dans ce qu'il a dit, s'il y a des choses à prendre, prenons et évoluons plutôt que à tout prix vouloir le lyncher. D'accord. Je pense que personne ne peut lyncher Agbenossi, mais si Agbenossi arrivait à vilipender le chef de l'État à travers ses propos, où il pense aujourd'hui que c'est une mauvaise décision qui a été prise par le chef de l'État, je pense que Agbenossi doit se remettre en cause. Il doit savoir raison garder. Il est en droit de s'exprimer, de parler, de prendre la parole à tout moment. Mais je pense que quand vous avez servi une république et que vous êtes à une position donnée, écoutez, il faut dire des choses qui vont vous amener à être mieux écouté. Agbenossi ferait mieux de se taire. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le problème, s'il te plaît, écoutez, regardez, est-ce que ce n'est pas notre chef d'État qui, à un moment de l'histoire, a plaidé auprès de la CEDEAO pour que la CEDEAO lève sa sanction contre le Niger? Oui, c'est bel et bien Patrice Talon. Et ce même Patrice Talon, ce même chef d'État, va vouloir le bien de quelque chose et son contraire. Patrice Talon ne peut jamais vouloir qu'on fasse quelque chose de mauvais à Tiani. Mais c'est ça qui est la question. Maintenant, aujourd'hui, la population du Niger, en l'occurrence, le premier responsable, le patron du PUT, la Tchent, je veux parler de Tiani, qui estime aujourd'hui que c'est parce que le Bénin a une base militaire française au nord du Bénin qu'eux, ils ne veulent pas
ouvrir leurs frontières. Je pense que c'est extrêmement grave de faire des affirmations fausses. Oui, mais au même moment, il ne s'agit pas que de l'affirmation. Non, écoutez. Je vous ai apporté de l'eau, je vous ai apporté de l'eau à votre moulin. Je vous ai apporté de l'eau à votre moulin. Et si c'était le cas, même si c'était le cas, il suffit qu'il sécurise son territoire, non? De quoi a-t-il peur? Écoutez, a-t-il oublié l'intérêt des peuples avec ces milliers de groupes de titans ou de camions qui circulent tous les jours sur cette voie? A-t-il oublié ses intérêts? Moi, je voudrais vous redonner la parole dans quelques secondes. Il suffit de sécuriser son territoire, ou bien vous n'êtes pas d'accord? On dit en France, ça veut dire, nous rien c'est-à-dire quand vous trébuchez, vous tombez, c'est pas là où vous avez renversé votre marchandise que vous regardez, mais c'est là où vous avez trébuché que vous regardez. Cette situation qui prévaut aujourd'hui est partie de quelque part. C'est pour ça que quand il s'est agi de fermer les frontières ici, j'étais le premier à dire attention, ce n'est pas bon. Parce que nous amenons les gens à être résilients. Si nous les amenons à être résilients, à un moment donné, ils peuvent développer d'autres attitudes vis-à-vis de nous. Et c'est c'est la résultante que nous avons là. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut... on ne s'est pas levé pour fermer la frontière de notre propre chef. C'est une décision de la CEDEAO. En réalité, le Bénin doit pouvoir tirer leçon de ce qui se passe actuellement. Je dis le Bénin doit nécessairement tirer leçon de ce qui se passe actuellement. Et quand on fait profil bas, non, mais attendez, tirer encore d'autres leçons? Non, ce que je dis, mais laissez-moi finir. Vous savez, la situation qui a prévalu, au point où on a fermé les frontières aujourd'hui, tous les pays qui étaient à la CEDEAO et qui ont demandé qu'il faut fermer les frontières aujourd'hui, sont à l'abri de cette difficulté-là. Oui, on est d'accord. Donc, pour vous dire quoi? C'est pourquoi je dis que nous devons tirer leçon de ce qui se passe maintenant pour qu'à l'avenir, nous ne posions plus des actes comme ça en suivant les autres chefs d'État qui, en réalité, n'ont pas d'intérêt ou n'ont pas d'enjeu. Nous avions d'enjeu. Et aujourd'hui, si les camions, quand vous parlez de camions bloqués à la frontière, au départ, c'était au Bénin que les camions étaient bloqués avec les médicaments, les denrées de première nécessité pour le peuple nigérien. Et ils ont demandé. Donc, nous devons comprendre qu'à un moment donné, nous avons aussi posé des actes qui nous rattrapent. Je ne dis pas qu'il faut encourager tyrannie, mais ce que je dis aujourd'hui, essayons d'envoyer, et j'insiste sur ce fait-là, la diplomatie politique a échoué. Qu'on se dise la vérité. Envoyer l'Union... C'est trop tôt de le dire. Non, mais écoutez... C'est trop tôt de le dire. Écoutez, regardez la durée là. Je dis envoyer les imams. L'Union islamique du Bénin, c'est des gens qu'on peut envoyer à aller rencontrer l'Union islamique du Niger. Qu'ils se parlent entre eux. Et maintenant, essayent de voir tyrannie. Parce que politiquement parlant, la posture du chef de l'État, quand il y a ce coup d'État au Nigeria, sa posture a dérangé les putschistes là-bas. Parce qu'il a parlé de force. Et les gens estiment qu'il en veut et qu'il ne peut pas lui faire confiance. Non, il y a un temps pour toutes choses. Mais ils ne sont pas... Lorsqu'il y a une situation, il y a le temps d'amener l'intéressé à la raison. Il y a un temps de lui intimer des injonctions. Et il y a un temps de se rapprocher de lui, de l'écouter. Écoutez, si tous ces temps sont passés et que le Bénin a procédé à l'ouverture de sa frontière, et le Niger estime que c'est parce que nous avons une base militaire à Kandi, encore que la police secrète a démontré que même au Niger, pour ne pas dire juste après Gaïa, que la police nigériane aussi a une assise vraiment terrible, pour ne pas parler même des Russes qui sont déjà installés, et avec des radars, ils suivent tout ce qui se passe au Niger jusqu'à Kandi, au Bénin. Mais de quoi a-t-il peur? Ils ont peur de quoi? S'ils estiment que c'est parce que nous avons une base aérienne française à Kandi, pourquoi cette base, pourquoi ils ne vont pas cesser, pourquoi s'empressent d'ailleurs-ils d'ouvrir la vente de leur pétrole pour que ça vienne à Cotonou, à Samekrake, à Samekodji? Écoutez, je pense que dans les normes, ils doivent se dire que cette base militaire, si c'est effectif, que cette base militaire devrait aller endommager les installations qui doivent contenir le pétrole. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Donc c'est faux et assez faux. Ils doivent reconnaître tout simplement que la Gestapo du Niger a échoué.
C'est-à-dire la police secrète, la police politique du Niger a échoué. La Gestapo du Niger a fourni des informations fausses et rien que de fausses informations. Ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? C'est que Patrice Talon a toujours la porte ouverte, a laissé la porte ouverte dessus. Et il a dit dans sa déclaration, et il est préoccupé du bien-être social des deux peuples. C'est de ça qu'il est question. Mais ma question, Laurent Roland-Toniques, est-ce que cette situation n'aura pas de conséquences juridiques? La situation aura des conséquences juridiques, il ne faut pas douter. Parce qu'il y a un accord bilatéral entre les deux pays, il y a des articles dans cet accord qui dit clairement ce que le Bénin doit faire pour le transport du pétrole. Et donc, dans une certaine mesure, ne soyez pas surpris que les autres saisissent les juridictions internationales qui vont s'inviter dans le débat. Et comme je l'ai dit, ça va être une question de guerre des puissances. Et le Bénin ne sera que là, avec le Niger, pour observer. Et finalement, quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que nous tirons comme leçon? Et qu'est-ce que nous pourrons faire? Et qu'est-ce que nous allons y gagner? Quand vous évoquez la question de ce que la base militaire, les militaires, en temps, il y avait vraiment de bases militaires, Bénin pouvait détruire comment vous appelez les installations. Les installations, je vous ai dit, les installations ont été financées par la Chine. Ça, c'est une question d'intérêt géostratégique. Et donc, la meilleure option, c'est peut-être d'aller négocier. Moi, je pense qu'il... Attendez, laissez-moi finir. Moi, je dis... négocier... Attendez. Le chef de l'État. Je suis d'accord. Vous savez ce qui fâche le chef de l'État, c'est que les Nigériens sont venus au Bénin et ont demandé aux, comment vous appelez, aux Chinois d'informer le gouvernement béninois. Merci. Et quand ils veulent adresser des messages à notre gouvernement, ils ne passent pas les Chinois. Mais c'est en cela cela que je vous dis qu'en réalité, cette affaire dépasse le Bénin et le Niger. Parce que les Nigériens considèrent qu'aujourd'hui, là, que leur pétrole qui vient à Cotonou n'est plus leur propriété, que c'est la propriété des Chinois. Dans leur tête, c'est ce qu'ils s'imaginent. Ça se trompe. Et donc, ils se trompent largement. Sort de chez eux, ça appartient aux Chinois. Parce qu'ils doivent de l'argent à la Chine. La Chine n'a qu'à s'arranger pour prendre son pétrole à ses mains. C'est ce qu'ils se disent. Et c'est pour ça qu'ils se comportent comme ça. Je n'encourage pas ça. Est-ce qu'ils doivent se dire ça? Je n'encourage pas ça. Non, mais écoutez. Monsieur Mori. C'est une matière première. Je vais vous donner la parole. Et les Chinois ont financé. Les Chinois veulent l'acheter. Ont mis les moyens pour l'installation. Ont financé même avant même que, quand on a annoncé les premières gouttes, ils ont pris 400 millions de dollars chez les Chinois dans une certaine mesure. Donc ils estiment que oui, bon, désormais, nous là, le pétrole là, ce que nous envoyons là, ça nous a... Puisqu'ils ont dit, c'est en vendant ce pétrole qu'ils vont payer la Chine. Et la Chine est le premier client qui prend ce pétrole. Donc ils se disent, la Chine doit s'arranger pour prendre le produit. C'est un peu comme si j'allais acheter un bœuf au Niger. Et que maintenant je demande, j'achète le bœuf chez vous au Niger. Je dis, livrez-moi le bœuf à Cotonou. Vous amenez le bœuf à Cotonou. Vous me dites, mais le bœuf est déjà à Cotonou, j'ai dit envoyer à Cotonou. Arrange-toi pour prendre ton bœuf. Et le maire de Cotonou qui est dit non, j'ai des problèmes avec Mori, il faut que Mori, si Mori ne fait pas la paix avec moi, tu ne prendras pas ton but. Nous sommes dans un cas de figure pareil. C'est-à-dire, moi je pense que le chef de l'État est en droit de prendre des décisions. En tant que citoyen béninois, je suis d'accord, on peut le soutenir. Mais je dis, faisons très attention parce qu'après, dans le court, moyen et long terme, qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous allons perdre? C'est toute ma préoccupation. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous allons perdre? Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous allons perdre? Ce que nous gagnons, c'est quoi? Vous voyez vous-même? La souveraineté. Écoutez, quand on parle de la souveraineté, pourquoi parle-t-on d'un pays? Un État souverain. Et la souveraineté de l'État l'amène à défendre l'intégrité du territoire national. Est-ce qu'il n'est pas temps que Tiani regarde le profil bas que fait notre chef de l'État. Fasse profil bas. Pourquoi il fait écoutez, il fait. Tiani doit savoir. Tiani doit savoir que premièrement, il a pris le pouvoir au Niger par la force et non démocratiquement. C'est anticonstitutionnel. C'est ça qui l'énerve. Mais c'est la vérité. Ça ne veut pas l'énerver. Est-ce que Tiani n'a pas pris le pouvoir par la force? Premièrement, c'est à combattre. Il a été applaudi par le peuple nigérien. Qu'est-ce que vous appelez applaudir? On sait comment ça s'est passé, non? Il a été applaudi. Dans tout État, s'il y a coup d'État, les gens ont peur, ils sont obligés de s'allier. C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, il a pris le pouvoir par la force. Secondo, comme on voulait le contraindre à quitter avec le temps,
on s'est dit, bon, il faut voir dedans, comme on le dit, de façon vulgaire. Et on l'a accepté. On t'accepte maintenant, on te dit... Vous pensez que la CEDEAO l'a déjà accepté? Tu dis? La CEDEAO l'a déjà accepté. Si, la CEDEAO a accepté. La CEDEAO a accepté. Et il y a un communiqué pour ça. Non, maintenant. En fait, ce qui est dit, le communiqué est différent de ce que les chefs d'État de la sous-région pensent. Non, c'est du fait qu'ils ont statué sur ça. C'est qu'ils ont accepté. Maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? On te dit maintenant, voici la condition qu'il faut poser. Et tu dis que toi, tu ne veux pas poser cette condition. Tu sais bien que ça, ce n'est pas de l'orgueil. Aujourd'hui, écoutez, c'est le maïs béninois que les gens consomment au Niger. Nous, notre maïs, vous voyez que nous sommes mauvais et que nous voulons vous tuer. Et vous consommez notre maïs. Quand quelqu'un veut vous tuer, si vous donnez à manger, rejetez, ne mangez pas. Ça veut dire que c'est du poison qu'on vous donne. Autrement dit, c'est inadmissible. La question du maïs, écoutez, ce que je dis... Ils en ont besoin. Ils en ont besoin. Sur la question du maïs, je crois qu'il va falloir qu'on y mette du bémol. Pourquoi? Parce que dit que c'est le maïs... Attendez, quand on dit que c'est le maïs béninois qui nourrit les Nigériens, attention... Faites un tour au niveau du fleuve Niger. Attendez. Les intrants agricoles vont là-bas. En fait, ce que le Bénin réclame, c'est quoi? C'est que tout soit formel. On ne peut pas continuer à vivre dans l'informel. Les gens peuvent fournir des informations au chef de l'État qui ne sont pas à 100% vraies. Attendez. Est-ce que toi, tu n'as personne à Malanville? Je connais des gens, j'ai mon frère au Niger qui vit depuis des années. Il a dit qu'il n'y a pas de maïs qui vient. Non. De la même manière que du maïs va au Niger, c'est de la même manière que d'autres produits quittent le Niger pour venir ici. Mais il ne faut pas nous mettre dans la tête que tout le maïs que consomment les Nigériens, ça vient du Bénin. Nous bénéficions des oignons du Niger. Que les maïs coûtent cher au Bénin. C'est ce que vous voulez dire? C'est ça. Non. C'est ça. Écoutez, on ne dit pas seulement le Niger, mais cette manière de penser que les Nigériens consomment que du maïs venu du Niger, arrêtons avec ça. Je vous en prie. Parce que c'est à quoi que les Nigériens ne labourent pas la terre. C'est à quoi que le Niger ne partage pas les frontières avec le Burkina Faso qui peut lui donner du maïs. C'est à quoi que le Niger ne peut pas avoir du maïs du Togo. Non. Le problème qui est là, réglons le problème du pétrole, travaillons à ce que Tiani se calme et fasse la paix avec le Bénin, d'accord. Comment on va travailler? Moi, je souhaite que Tiani revienne dans une certaine mesure, prenne une décision maintenant pour calmer le jeu en ouvrant les frontières. C'est lui la chose maintenant. Non, mais Tiani, tout le monde sait que c'est Tiani qui décide de ne pas ouvrir les frontières. S'il décide de le faire, il le fera. Et c'est le souhait de tout Béninois, c'est le souhait de tout Nigérien. Mais il ne faut pas dire que oui, parce que ça, le maïs du Bénin nourrit les Nigériens. Je voudrais que nous puissions y mettre du bémol. Parce que nous sommes là, en tant que journalistes, pour essayer d'apprécier les faits dans leur juste valeur, pour dire, est-ce que réellement c'est seulement le Bénin qui nourrit le Niger avec le maïs, ou bien le Niger a aussi dessous de l'approvisionnement. Et c'est à croire qu'il n'y a pas de terre cultivable au Niger. Sortons de ça. Parlons du pétrole et souhaitons la paix entre les deux pays. C'est tout mon souhait. Est-ce que nos intrants agricoles n'ont pas été surpris en train de mener là-bas? Les intrants, bon, ok. Mais vous voyez maintenant, vous parlez d'intrants agricoles. Quand les gens amènent un intrant agricole, c'est pour aller faire quoi là-bas? Monsieur Laurent. Oui, mais est-ce que c'est frauduleusement qu'on est en train d'amener là-bas? Ils ne doivent pas amener le truc là-bas. Ils ne veulent pas nous ouvrir la frontière. Et pourquoi ils veulent que nos intrants aillent là-bas? Est-ce que j'ai dit une seule fois ici que je suis Laurent, contre quelque chose? Non. Est-ce que j'ai dit une seule fois ici que je suis contre parce que quand vous dites que je ne veux pas que les choses se passent dans les règles de l'art, est-ce qu'une seule fois ici, j'ai dit que je ne veux pas qu'il y ait de paix entre Non, vous n'avez jamais dit. Vous n'avez jamais dit ça. Ne me prêtez pas travailler à ce que... Ne me prêtez pas des intentions. Se calme pour que nous puissions... Souhaitons que nous allions... Si on doit travailler pour que Tiani se calme, on va faire quoi? Il faut qu'on commence d'abord par bloquer en partie ses intérêts. Si par jour, le Niger doit engranger des centaines de millions de francs CFA, écoutez, et au même moment, vous ne voulez pas ceux qui sont au Niger, Tiani ne veut surtout pas que les Béninois, les opérateurs économiques béninois quittent ici pour aller faire leurs affaires au Niger. Vous ne voyez pas qu'il y a un paradoxe? Je pense que Patrice Talon a trouvé la meilleure solution. Et en posant cet acte, les deux parties seront obligées d'aller à une table de négociation. C'est de ça qu'il est question.
Et Patrice Talon ne veut pas deux choses. Qu'on ouvre la frontière complètement de l'autre côté du Malanville. C'est tout. Et c'est très simple comme de l'eau à boire. Je pense que Tiani doit comprendre qu'on lui a déjà tout donné. Le monde entier nous voit. Tu es venu, je ne dirais pas frauduleusement, mais avec force, tu as pris le pouvoir, on t'a accepté, et toi, tu vas interdire aux autres de manger. Vous voyez que c'est criminel? À la limite, c'est criminel. Je pense que l'heure a sonné pour qu'il sache raison garder, pour que Tiani sache que l'acte que je suis en train de poser n'est pas le meilleur. La meilleure solution, c'est de permettre aux pays frères du Bénin et du Niger de vivre ensemble comme cela se passait depuis des décennies. C'est de ça qu'il est question. Moi, je voudrais pour finir, Moriagua, pourquoi est-ce que on s'acharne pour vouloir à tout prix que le Niger ouvre les frontières? Oui, parce que les peuples souffrent. Attendez. Non, laissez-moi finir. Oui. Pourquoi? Moi, je crois que si en réalité, le Niger ne nous apporte rien là, bloquons le pétrole nigérien et dites-leur de ne plus ouvrir la frontière. Mais c'est ça. Parce que nous, on ne gagne pratiquement rien. C'est en cela que je dis. 27 millions par jour. C'est en cela que le Bénin gagne. Vous pensez que 27 millions, ça il est en train de dire que le Niger nous apporte beaucoup. Vous savez combien les autres gagnent par jour? Écoutez, je dis 27 millions, ça peut résoudre des problèmes dans ce pays. Est-ce que 27 millions, ça peut construire le Niger gagne par jour 27 millions par jour, là, ça peut construire. Le plus perdant, c'est le Niger. C'est ce que vous pensez. Non, c'est la vérité. Ce n'est pas ce qu'on paye. Ce qu'on pense. Je voudrais que vous alliez au bout de votre ce que je voudrais dire, c'est quoi? raisonnement. Pourquoi on veut à tout prix que le Niger ouvre les frontières? J'étais Patrice Talon, je bloque le pétrole, d'accord? Je dis, je ne veux plus que la frontière soit ouverte. Débrouillez-vous avec votre pétrole. Parce que dans ce pays, on a vu le Nigeria fermer les frontières. On n'en est pas mort. On n'en est pas mort. On n'en est pas mort. Attendez, on n'en est pas mort. Donc, si en réalité, aujourd'hui, on en arrive à utiliser la force, posons-nous la question. Qu'est-ce que nous gagnons aussi? Quand on dit que c'est seulement le Niger qui gagne, attention, ne cessons de dire que c'est le Niger seul qui gagne dans cette affaire majoritairement. Les frontières ouvertes aujourd'hui, non seulement nous aurons l'argent du pétrole, mais nous aurons notre port qui va reprendre les activités de plus belle. Qu'on se dise la vérité en face. Mais cette manière de penser que ce que nous faisons, c'est le Niger seul qui paie, nous perdons tous. Qu'on se dise la vérité. S'il le dit, attendez, s'il le dit, c'est être opposant. Moi, j'accepte. Mais je pense qu'à un moment donné, ceux qui sont autour du chef de l'État, qui à un moment donné ne peuvent pas avoir le courage de lui dire, Monsieur le Président, je pense que oui, ce que vous avez fait, c'est bon. Mais nous pensons qu'il faut faire de cette manière. Ceux-là sont en train d'induire les chefs en erreur. Attendez, laissez-moi finir. Et s'ils seront les premiers à encore le critiquer plus tard. Parce qu'on a vu, dans la question du Burkina Faso du Mali, comment Abounessi s'est comporté dans ce pays. Mais il est le premier maintenant à le critiquer. Et ça vous désole. Pour vous dire quoi? Oui, moi je m'en souhaite, c'est que nous trouvions certainement, par la grâce de Dieu, des solutions pour faire la paix avec le Niger, pour ouvrir les frontières. Mais qu'on cesse de penser que nous sommes gagnants dans cette affaire, que les autres sont perdants. Personne n'a dit que nous sommes gagnants, Laurent. Dans cette affaire, le chef de l'État cherche des solutions, le gouvernement cherche des solutions, mais le président nigérien reste fermé à tout dialogue. Et le président Talon l'a dit. Il l'a dit. Il n'a pas dit que le Bénin seul gagne. Quand politiquement ça ne marche pas, j'ai toujours dit, quand ça ne marche pas politiquement parlant, allons emprunter d'autres voies de recours. Allez voir la société civile nigérienne. Allez voir les leaders religieux. On peut prendre par là. Parce qu'à un moment donné, Tiani peut écouter ces personnes. On va donner la parole à Très bien. Je voudrais dire à M. Laurent que tel qu'il souhaite que Patrice Talon procède, ce serait inhumain. Attendez. Tu as dit que tu souhaites vivement que Patrice Talon mette de l'embargo sur le pétrole du Niger et que c'est fini. Ne plus penser à l'ouverture et qu'on garde la frontière fermée. C'est pour dire que ce n'est pas le Bénin seul qui si Patrice Talon agissait ainsi, moi, Adrien Tchomakou, je vais le critiquer partout, je passerai. Mais vous étiez où quand je serai inhumain. Vous étiez où quand ça a été fait? Écoutez. Vous étiez où quand ça a été fait le lendemain du coup d'État? Vous étiez où? J'étais ici. Mais pourquoi vous et c'est une très bonne décision. Parce que c'est une décision de la CEDEAO. Et le Bénin est un bon élève de la CEDEAO. La logique
je suis en train de développer. La logique est que nous condamnons les coups d'État. On doit condamner le coup d'État. Mais c'est ce que je dis. Si vous ne condamnez pas le coup d'État, ça veut dire que vous voulez mettre en péril cette République. Si le Niger ne nous apporte rien, fonctionnons désormais comme si le Niger n'existe pas à côté de nous. Laissez les frontières fermées et continuons. On ne peut pas agir comme ça. C'est de la manière, vous le dites là, que Tiani est en train d'agir. Et je condamne le coup d'État. C'est criminel. C'est inhumain qu'un chef d'État s'enferme seul dans son pays. Non. C'est extrêmement grave. C'est un crime à l'unanimité. Non. C'est ça. Donc, Patrice Talon a bien fait de mettre de l'embargo sur le pétrole du Niger et demander que Tiani vienne afin qu'il puisse aller à une table de négociation pour que notre frontière soit ouverte de l'autre côté. Et puis Laurent, de Malaville, c'est de ça qu'il est question. Le Premier ministre, dans ces conditions, le Premier ministre nigérien, dans ces conditions, prend encore la parole pour dire que c'est à la Chine que nous avons affaire. Est-ce que ceux-là veulent que les choses changent? Vous parlez tout à l'heure, vous avez parlé d'accord bilatéral. En tant que juriste, je vais vous l'expliquer. Le Premier ministre nigérien est un cadre international, donc il sait ce dont il parle. Non. Un cadre international peut faire des erreurs. Tu peux être un cadre international. Il ne maîtrise pas tout. Mais si tu n'as pas une notion de base solide en droit, tu vas te perdre en parlant. Monsieur le juriste. Écoutez, qu'appelle-t-on accord bilatéral? C'est entre deux pays. C'est entre deux pays. Maintenant, vous signez un accord entre deux pays. Et c'est un opérateur économique d'un autre État. Ce n'est même pas l'ambassadeur de la Chine près le Bénin. Le Niger parle à qui? Parle au responsable qui est en charge, au responsable de la société qui est en charge de comment je vous ai dit que la CNPC, ne dites pas que c'est un opérateur privé. Je dis la CNPC est une société, est une entreprise d'État qui s'occupe du pétrole nigérien. Oui, mais est-ce que l'ambassadeur n'est pas là? Pourquoi ne pouvons pas-ils aller directement vers l'ambassadeur? Vous voyez un peu ce que je dis? Pourquoi le Niger ne peut pas échanger directement avec l'ambassadeur? Et le Niger se permet d'aller échanger avec un opérateur économique qui a en charge le projet. Je pense que c'est extrêmement grave. Ce n'est pas un homme d'affaires, un opérateur économique d'un autre pays, d'un autre État, que l'État soit plus puissant ou pas, qui va gérer cette affaire. Non. C'est vrai, il peut y avoir des implications juridiques. Il y a des instances qui s'occupent du commerce international. Ils iront, comment on appelle, la Chine, à travers cette entreprise d'État chinois, peut assigner les deux États en justice. Ça peut venir. Mais l'idéal, ce n'est pas qu'on aille jusqu'à l'extrême, jusqu'à ce point. L'idéal, c'est qu'il faut que Tiani ramène la balle à terre, que Tiani sache que personne ne l'en veut. Il faut qu'il le lui en veut. Il faut qu'il ouvre très rapidement la frontière de l'autre côté de Malanville pour la libre circulation des biens des personnes. Nous en avons besoin. Le peuple entier en a besoin. Écoutez, si vous voyez cette affaire de l'Ukraine et de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. La guerre entre l'Ukraine et la Russie. Bien qu'il y a ce différend entre les deux États, ils continuent toujours de faire des affaires commerciales. Les affaires commerciales n'ont jamais estompé, ça continue toujours. C'est de ça qu'il est question. C'est la même chose qui se passe aujourd'hui entre le Bénin et comment on appelle sauf qu'on n'a pas pris les armes. Et on ne prendra jamais les armes. Que cette situation trouve rapidement le souhait, c'est que le souhait, c'est que je l'ai dit. Moi, j'insiste sur le fait que oui, au-delà de la diplomatie politique qui, pour moi, a échoué, il faut faire en sorte que les leaders, les acteurs politiques de chez nous essaient de mettre d'autres personnes dans les situations de négociation. Je l'ai toujours dit. La question de méfiance est arrivée au lendemain du coup d'État au Niger et les gens sont méfiants. C'est tout le problème. Si nous réglons le problème de méfiance, je crois qu'on peut aller au-delà. Mais maintenant, moi, je crois que si les autorités nigériennes nous suivent, c'est à eux que nous allons peut-être adresser la parole. Au-delà de tout, c'est d'essayer de revoir les positions pour l'intérêt des Nigériens et des Béninois. Pour l'intérêt, c'est vrai qu'ils évoquent un certain nombre de situations. Moi, je ne suis pas bien placé, je n'ai pas d'éléments. Mais quand les gens vont saisir la communauté internationale, vont saisir les instances internationales, et quand ils vont apporter des preuves, n'oubliez pas que
nous pourrons, chaque parti pourrait perdre. Parce que pour le moment, nous supputons sur ce qui est dit, pas les uns les autres. Mais des gens, peut-être des éléments d'information à leur niveau, qui n'ont pas mis sur la place publique. Et en son temps, ils vont brandir ça devant les instances internationales. Et ainsi, en ce moment, ils brandissaient ces preuves de certains nombre d'éléments qui, en réalité, leur donnaient raison. Qui paye? C'est le contribuable béninois qui paye. Donc, moi, je ne sais pas, je dis, ici et maintenant, trouvons les voies et moyens de régler les problèmes de façon pacifique, plutôt que d'utiliser parfois la force tout le temps. Ça peut marcher pour un temps, mais ça ne peut jamais marcher pour le long terme. Et quand on a vu Boari fermer la frontière au Bénin ici, quand il est parti et que Tinibou est arrivé, on était content, on a applaudi. Donc, ne soyons pas dans la posture où le chef de l'État béninois prend des mesures où, aujourd'hui, quand il doit partir, les peuples nigériens applaudissent pour dire « enfin, il est parti ». Non. Il faut que nous puissions faire la paix-là avant 2026, qu'on puisse s'entendre pour que les projets se passent entre le Bénin et le Niger de la plus belle des manières. C'est tout souhait. Mais il ne sert à rien de dire le chef a raison, et tout le monde est dedans, et on ne peut pas avoir un peu de retenue. Moi, je pense qu'à un moment donné, nous allons tous l'applaudir et après, nous connaissons Béninois. Nous serons les premiers à le lécher après. Patrice Talon n'utilise pas la force. Patrice Talon a posé un acte, il a posé une action pour amener le président en exercice du Niger, Tiani, pour l'amener à la raison, pour l'amener à ouvrir notre frontière de l'autre côté de Malanville. Et c'est un acte salutaire pour moi. Et si vous suivez un peu l'actualité, il y a même des ONG qui ont déjà salué cette initiative, qui ont fait d'autres propositions à Patrice Talon et condamné le fait que depuis juillet 2023, notre frontière est toujours fermée et les conséquences, nous voyons. Je suis d'accord qu'on nous parle de ce que notre port a reçu un coup. Je suis d'accord. Il faut qu'on ouvre la frontière pour le bien-être de nous tous. Avec le débat, pour finir avec le débat, le Bénin présente un projet de loi pour accorder la nationalité aux Afro-descendants. Oui, le Bénin frappe fort. Le Bénin frappe fort. J'avoue que de ma position, parce que pour avoir travaillé, avoir été président du conseil représentatif des associations noires, session du Bénin, et pour avoir travaillé sur une question thématique, un certain nombre de thématiques, notamment la restitution des biens pillés par la France coloniale. Et c'est en cela que je disais que, comment vous appelez, Aurélien Agbenossi aujourd'hui, qui veut montrer l'exemple, en réalité, a été d'une radicalité extrême à un moment donné. Et sur la question des biens pillés par la France coloniale, le travail que nous avions fait et puis les propositions que nous avions faites à l'époque pour qu'on puisse donner la nationalité à nos frères et sœurs de la diaspora, notamment afro-descendants. Parce que pourquoi nous on avait plaidé pour ça. Voilà des gens qui se sont retrouvés du côté de l'Europe des Amériques sans le vouloir. Parce qu'à un moment donné, le colon a réussi, les négriers ont réussi à convaincre certains de nos parents contre des produits, on échangeait des hommes qui sont allés en esclavage. Donc, ils n'ont pas choisi de se retrouver aux États-Unis, en Amérique ou en Europe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider ces personnes-là, pour que ces personnes se sentent davantage béninois? Et nous avons plaidé longtemps pour ça. Je crois qu'on a ces sujets sur lesquels on avait travaillé. Louis Jochetin, qui est président du Camp France, et moi, on avait longtemps abordé le sujet avec Aurélien Agbenossi, l'ancien, qui était l'ancien ministre des Affaires étrangères. Et je crois qu'il n'avait jamais donné de suite. Donc après, on a vu, après la question de restitution, après quand c'est arrivé, on a été totalement écarté. Mais il a pris la paternité. Oui, bon, ça c'est un autre. C'est Agbenossi? C'est tout le gouvernement. Je ne vais pas mettre Agbenossi hors du gouvernement. C'est tout le gouvernement. Parce que le camp a commencé un travail. Quand ça a commencé à marcher, ils ont invité Louis Jochetin, mais après la suite, on connaît. Bref. Pour dire que quoi, aujourd'hui, oui, nous sommes fiers, nous qui travaillons avec les afro-descendants. Je connais beaucoup d'afro-descendants qui viennent régulièrement au Bénin en août, notamment en janvier, à qui je fais découvrir le Bénin, mais qui attendaient le père et la mère Dja, on travaillait pour ça. Wow. Père à l'âme de mère Dja. Malheureusement, c'est après son décès qu'une telle volonté est affichée clairement. Je crois que le père Dja est encore là pour apprécier. Je n'oublie pas ce couple de Martiniquais qui s'est installé au Bénin depuis 2 ou 3 ans. Je n'oublie pas un jeune haïtien qui est au Bénin, qui est à Porto, qui s'est marié même à une béninoise, Patrick Vendredi, qui est là et qui certainement attendait ce moment fatidique aujourd'hui. Donc,
cette volonté du gouvernement, c'est à saluer, faire en sorte que, pour finir, je rappelle, en 2015, un Américain était arrivé au Bénin, il est dans un fonds d'investissement aux États-Unis, en Louisiane, et ils avaient des millions, ou pour ne pas dire des milliards de dollars investis en Afrique. Mais il demandait juste une seule chose. Quand on lui donne la nationalité béninoise, pourquoi? Parce que quand il y aura des contentieux avec les Béninois, il faut que la juridiction béninoise le protège davantage. Parce que s'il n'est pas béninois, ça va être difficile pour lui de maîtriser l'écosystème juridique du Bénin. Et après, ils investissent parfois, ils perdent, et beaucoup d'afro-descendants ont eu des difficultés comme ça. Et ils sont nombreux à vouloir investir en Afrique, notamment au Bénin. Et donc, cette question de nationalité, naturalisation, ça va aider beaucoup. Ça va aider les investisseurs américains ou européens qui sont afro-descendants à venir s'installer au Bénin. Je parle de Zach Gordon, ils sont nombreux que je peux citer, qui ont les moyens, je vous assure. Ça, c'est quand on parle de moyens, ils en ont. Mais ils cherchaient juste une couverture juridique pour investir au Bénin, pour rester au Bénin, pour investir, pour créer de l'emploi, créer de la richesse. Ils sont nombreux. Et c'est pour ça que je vois que le gouvernement, je dis que le gouvernement a vu juste. Il faut apprécier ça et espérer que les députés de l'Assemblée nationale votent cette loi pour permettre à nos frères afro-descendants de venir s'installer librement au Bénin. Et que lorsqu'on vous entend parler, on voit quand même que il y a des opportunités à saisir. Donc, il y a des opportunités. Il faut que les choses aillent vite. Il y a l'état de la diaspora. L'état de la diaspora, c'est parce que l'Union africaine dit, en fait, l'Union africaine est scindée à 6 régions. La 6e région, c'est les Africains de la diaspora. Et donc, l'état de la diaspora a été créé. Et Louis Jospin en est le Premier ministre aujourd'hui, avec des ambassadeurs un peu partout. J'en suis un ambassadeur au Bénin d'ailleurs. Et nous travaillons à ce que ces afro-descendants soient protégés. Et je vous dis, il y a une carte de l'état de la diaspora, un passeport de l'état de la diaspora, un passeport, il y a un certain nombre, il y a une monnaie de l'état de la diaspora qui est mise en place et qui fonctionne dans d'autres pays aujourd'hui. Le Bénin, nous sommes même, la dernière fois, on a introduit un dossier au niveau du gouvernement béninois où des milliards devaient être investis au Bénin, mais on devait positionner ça au niveau de la Banque centrale. Mais il y a eu une barrière qui s'observe, on n'a pas fini les discussions, pour vous dire que les gens ont l'argent. Je vous assure, si c'est l'argent des membres de la diaspora, des afro-descendants, il y en a plein qui ont envie d'investir, mais sans cette couverture juridique, ils n'étaient pas en sécurité. Et ça va, vous allez voir que dès lors que les députés vont voter une telle loi et que nous allons passer dans sa phase active et que les gens pourront avoir la nationalité, vous allez voir combien sont-ils à venir s'installer au Bénin, à produire. Il y a des gens qui ont mis un projet en place de produire, c'est-à-dire quand vous voyez, vous allez à Cotonou, les Chinois consomment dans les restaurants chinois. Tout à fait. Les Libanais vont dans les restaurants libanais. Oui. Mais les Africains, c'est eux qui sont dans tous ces restaurants, parfois en oubliant même les restaurants des Béninois. Et donc dans leur pays, au niveau de l'Amérique de l'Europe, ceux-là disent ils veulent venir s'installer au Bénin, produire des matières, des denrées de première nécessité, et exporter ça maintenant pour que les afro-descendants désormais consomment africains. C'est autant de projets, autant de chantiers sur lesquels on peut investir. Et si on donne la nationalité à ces personnes-là, ça va vraiment, vraiment donner. Le Ghana a commencé par considérer davantage les afro-descendants avant nous. Et pourtant, tout est parti de nous. Et ça va nous permettre de rattraper le train en marche et d'aller même très vite que le Ghana. Bravo au gouvernement pour cette décision très salutaire que nous saluons ici sur ce plateau. Adrien Tchoumakou, pour finir. Oui, il faut dire d'abord que je fais mienne à toutes les observations, les explications de Laurent Tonnerre-Guesse. C'est très bien. Il faut dire quelque chose que Laurent n'a pas souligné. Oui, cette décision de les aider à avoir la nationalité béninoise aura aussi une implication politique. Une implication politique parce que peut-être vous allez vous rapprocher de son Excellence à Moussa Raimi qui va peut-être vous l'expliquer plus tard. Il se dit déjà que c'est peut-être un afro-descendant qui sera le prochain président de la République. Si déjà ils ont la nationalité béninoise, c'est que, qu'on veuille ou pas, il y aura une implication politique. Parce que quand tu es comment on l'appelle, tu as la nationalité, tu as résidé pendant 6 mois au Bénin, tu peux être candidat. Donc, en tout cas, dans l'autre cas, beaucoup de choses se disent sur ce point. Et je pense que les jours à venir vont davantage nous élucider. Je crois que sur la question de la candidature ou non d'un afro-descendant ou pas, c'est-à-dire que donner la nationalité aux gens d'office, puisqu'il peut y avoir des dispositions pour leur dire vous avez la nationalité, mais au-delà, vous n'avez peut-être pas la possibilité d'être candidat.
Ça peut arriver comme ça. Mais il faut se rappeler que la loi tiendra compte de ces paramètres. Sinon, ce qui se dit déjà, c'est que c'est un afro-descendant, en tout cas, il y aura 1 ou 2 afro-descendants qui seront candidats. On peut rejeter plus tard leur candidature. Je sais ce dont vous parlez, mais moi, je n'y crois pas trop. J'attends de voir. D'accord. En Afrique, il y a un État qui est dirigé par les descendants d'esclaves, le Libéria. Quand vous voyez, c'est des Américains, descendants d'esclaves qui ont créé cet État, d'accord, dans les années 1800. Donc, ce n'est pas libérés. Ouais, voilà, donc qui ont été libérés, qui sont venus créer cet État-là. Donc, un afro-descendant venu au Bénin, pour être président, est-ce que c'est mauvais en soi ou est-ce que posons une vraie question? Mais moi, je pense que le plus important, ce qui m'intéresse, c'est la nationalité, leur permettre de venir vivre en paix au Bénin, investir au Bénin s'ils le veulent, mais rester au Bénin, venir au Bénin sans visa, venir autant de fois qu'ils veulent. En créant, ça va donner un boom à notre économie. Ça peut aussi développer notre football, développer tout. Ça va développer beaucoup de choses. Adja Chewakou, merci. C'est un plaisir. Merci. Vous avez vu les réactions de Maître Moussa Haïmi, M. Désir Diotan aussi nous suivaient, ils ont eu des réactions. Bon, allez. C'est sans commentaire. Merci à vous qui nous suivez. Merci pour vos analyses.